Il remplace Paul Willemse, blessé. Un choix évident pour le sélectionneur Fabien Galtier. Il a commencé un peu plus tard que les autres, mais il a fait des premières préparations avec nous. Naturellement, de par ses performances, et il rentre au poste de 5, comme une évidence en fait. Thomas Ovaka et Yoram Moefana seront quant à eux sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Les Bleus qui affronteront dans la nuit de samedi à dimanche pour nous le Pays de Galles avec l'espoir de remporter le tournoi. Pour cela, il faudra battre évidemment les Gallois et compter sur un faux pas de l'Irlande contre l'Angleterre. Et enfin en football, 3 nouveaux joueurs ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer les matchs de qualification à l'Euro 2024. Ils auront lieu à la fin du mois. Il s'agit du gardien de lance Brice Samba, du défenseur de Chelsea Wesley Fofana et du milieu de terrain de Nice Kefren Thuram. Ce dernier qui affronte en ce moment le Sheriff Tiraspol en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Après 33 minutes de jeu, le score est d'1-0 pour Nice. À l'aller, les Aiglons l'avaient déjà emporté 1-0. Merci beaucoup Morgane Boucher. Le prochain rendez-vous d'actualité, ce sera tout à l'heure à 8h. L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Lundi débutera la première session d'assises de l'année et pour en parler, vous recevez l'avocat général Christian Pasta. Christian Pasta, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur cette première session d'assises donc de l'année 2023 qui est marquée, j'allais dire, comme souvent, même comme d'habitude, par une majorité de crimes sexuels. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est pas une nouveauté. Moi, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans que je suis ici, et très régulièrement, les sessions d'assises sont composées avec des affaires de viol, d'agression sexuelle. Là, sur cette session, on est à 80%. Sur 7 dossiers, il y en a 5 qui sont consacrés à des affaires de viol et d'agression sexuelle. Oui, c'est malheureusement ici un phénomène très récurrent. Alors, des viols qui sont le plus souvent commis sur des mineurs de 15 ans, assez souvent dans un milieu familial, par personnes ayant autorité, des ascendants, des oncles, et parfois commis par des mineurs également. Donc oui, c'est un réel souci. Des crimes commis parfois même avec complicité. Oui, on a quelques dossiers effectivement où les conjoints, les compagnes ferment un petit peu les yeux sur les agissements de leurs compagnons, de leurs maris sur les enfants, ce qui fait que d'ailleurs à cette session nous avons une personne qui est poursuivie en même temps que son mari pour des délits connexes de non-dénonciation de crime. Elle savait, elle a rien dit. Et puis de non-assistance à personne en danger, parce que les faits ont commencé alors que la petite victime avait 4 ans et sont achevés alors qu'elle avait 15 ans. Donc quand la maman sait, c'est presque criminel de ne pas le dire. Alors c'est l'occasion d'évoquer évidemment le cadre général de fonctionnement de la cour d'assises. Quel est-il en ce début d'année ? Alors moi, effectivement, le fonctionnement de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, c'est un fonctionnement, c'est pas se jeter des fleurs que de le dire, mais c'est un fonctionnement qui est optimal. On a un délai de jugement qui est remarquable. Il faut savoir que on juge entre 6 et 8 mois les affaires une fois qu'elles sortent des cabinets d'instruction. Il faut savoir qu'en métropole, le délai moyen est de 2 ans et un appel de 3 ans parfois. On a donc une rotation des stocks qui est particulièrement efficiente et ce qui nous permet d'ailleurs de ne pas avoir un stock dormant trop important, contrairement encore une fois à ce qui se passe dans certaines cours de métropole, où on est obligé parfois de saisir la chambre de l'instruction pour prolonger des détentions provisoires, mais on ne peut pas les prolonger de manière éternelle. Et parfois, il faut le savoir, il y a des détenus, des accusés détenus qui sortent avant le jugement parce qu'on a épuisé les délais de détention. Donc ici, pas de difficulté. On a un stock, pour être très clair, aujourd'hui de 27 dossiers à juger une fois la session de mars terminée, donc les dossiers de mars sont pas comptabilisés évidemment. Ça concerne une trentaine d'accusés pour à peu près 42 jours d'audience. Donc il nous reste aujourd'hui 42 jours d'audience après la session de mars. On pourrait remplir avec notre stock les sessions jusqu'à la fin de l'année. C'est l'occasion aussi d'évoquer avec vous ce dossier de la fameuse cour criminelle départementale dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Qu'est-ce qui est possible en Calédonie, qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Alors, Peut-être rappeler ce que c'est d'abord. oui, alors je rappelle que la Cour criminelle départementale, c'est en application depuis le 1er janvier 2023, que ça concerne l'ensemble des cours d'assises de métropole d'outre-mer, à l'exception de Mayotte. Et ça, c'est une cour qui est composée uniquement de magistrats professionnels, 1 président et 4 assesseurs magistrats professionnels, et qui doit juger toutes les procédures qui concernent des affaires dont le quantum de peine n'est pas supérieur à 20 ans. Alors majoritairement les viols, et les viols aggravés, les coups mortels, et les coups mortels aggravés. C'est le portefeuille classique, ça. Donc cette cour d'assises, composée de professionnels, hors jurés, eh bien, elle doit s'appliquer aussi en Nouvelle-Calédonie, sauf qu'ici, tout comme à Mayotte d'ailleurs, où ça a été exclu, on a très peu de magistrats pour pouvoir composer. Donc nos chefs de cour et des députés de Nouvelle-Calédonie qui ont fait véritablement beaucoup dans ce domaine pour essayer de trouver un vecteur législatif nous permettant d'échapper en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Polynésie d'ailleurs, qui ont les mêmes difficultés. C'est une dérogation qu'on demande. C'est une dérogation qu'on demande, ne pas siéger sur les cours criminelles ici, parce que justement, en termes d'effectifs, ce sera pas possible. Donc on attend, mais il faut savoir qu'il y a eu un gros investissement, encore une fois, des élus ici, députés, et de nos chefs de cour, bien sûr, qui ont alerté à plusieurs reprises la chancellerie, la direction du service judiciaire, la direction des affaires criminelles et des grâces, qui effectivement ont tout à fait compris la difficulté et qui, je pense, sans trahir de secret, vont trouver un vecteur qui va nous permettre ici de ne pas appliquer ce texte et de rester donc sur les cours d'assises classiques. Ou alors il faudrait augmenter les effectifs considérablement, c'est ça que vous dites? Ou alors il faudrait effectivement augmenter les effectifs, mais dans des proportions dont je doute de la possibilité ici, de la réalité, parce que vous savez, entre les magistrats qui ont siégé dans le dossier, les juges d'instruction, le juge des libertés et de la détention, certains collègues qui pendant les permanences en ont remplacé d'autres, ont fait des actes dans les dossiers d'instruction, c'est quasiment impossible de trouver 4 magistrats qui n'ont pas touché au dossier, surtout quand on a une vingtaine de magistrats comme ici. Christian Pastard, on attend évidemment, c'est plus qu'un bruit même maintenant, la visite du garde des Sceaux dans les prochains mois en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, selon vous ? Alors d'abord, moi je suis pas habilité pour vous parler de la visite du garde des Sceaux. Je pense que mon procureur général est plus à même de le faire. D'ailleurs, c'est à lui de le faire. Et je vous invite à l'interroger sur ce point. Oui, il est prévu que le garde des Sceaux vienne chez nous. D'abord, ça c'est pas un secret. Il faut inaugurer la prison de Koné. Ensuite, il est bien évident et ça, on en a parlé aussi. Il y a un sujet pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie qui se présente avec une grande acuité. Et donc le garde des Sceaux doit venir ici pour parler, à mon avis, de tous ces sujets. Peut-être d'autres sujets, peut-être des effectifs, peut-être effectivement de cette application ou pas de la Cour criminelle. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui seront traités par lui, mais moi, je suis vraiment mal placé pour vous en parler parce que il est prévu qu'il vienne d'ici quelques semaines, en effet. Ok. Un mot quand même d'une affaire qui a été extrêmement médiatisée, qui va donc être jugée en appel là pendant cette première session de l'année. C'est évidemment l'affaire Pérez. C'est vraiment une affaire qui avait défrayé la chronique à l'époque et dont vous gardez un certain nombre de souvenirs. Oui, je fais une petite digression là sur ce sujet, tiens, pour reprendre ce que je vous disais par rapport au délai de jugement de la cour d'assises de Nouméa. Ça, c'est un exemple intéressant. Monsieur Pérez a été jugé au mois de mars 2022. Il a fait appel. On devait le juger au mois de novembre 2022. Donc vous voyez que ça va très 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 vite chez nous. Je ferme la parenthèse. Oui, c'est une affaire qui est importante. C'est une affaire pour laquelle nous allons prendre le temps de juger. Les débats vont débuter le 3 avril pour s'achever le 12 avril, peut-être avant, mais nous avons prévu large. Et c'est une procédure, oui, effectivement, qui mérite débat. 3 avocats en défense, au lieu d'1 lors du premier procès, toujours 2 avocats en partie civile, un nombre de témoins qui a été augmenté puisque la défense en a cité davantage et la partie civile aussi, l'accusation n'en a pas cité davantage. L'accusation, au demeurant, que je ne porterai pas, comme vous le savez, puisque j'ai confié ce dossier à une de mes collègues qui, au moins, va arriver
sans idée préconçue et a découvert ce dossier que moi je ne connais que trop. Donc une procédure, oui, importante, parce que, si vous voulez, elle a connu des péripéties qui sont singulières quand même. Hein. Une mise en détention à l'origine, une mise en liberté, des internements en hôpital psychiatrique, des sorties, des reprises en détention, une violation du contrôle judiciaire, une décision au premier degré qui a été rendue dans des conditions particulièrement difficiles parce que il y avait une attitude très agressive de la part de l'accusé, un appel derrière, une grève de la faim. Docteur Pérez s'est pas nourri pendant quelque temps, une souffrance aussi, hein, puisque il a été malade. Donc une remise en liberté pour qu'il se soigne, une expertise qui est venue nous dire que il n'était pas apte à être jugé au mois de novembre et donc nous ne l'avons pas jugé. Et puis aujourd'hui, une nouvelle expertise qui est en cours, qui va nous dire si oui ou non il va être jugé. Des informations que nous avons, je pense qu'il sera en état d'être jugé le 3 avril. Voilà, procès qui est donc prévu procès en appel, qui est donc pour se dérouler du 3 au 12 avril prochain. Christian Pasta, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Une interview que vous pourrez réécouter et visionner sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est 7h45, merci d'être avec nous.